Le décès de Georges Marchais, l'une des figures de la politique française, portrait de l'ancien leader du Parti communiste. Les drapeaux sont en berne au siège du parti. Nombreuses réactions dans ce journal. La crise irakienne, la Maison-Blanche joue la carte de la fermeté et de la diplomatie. Jacques Chirac se dit solidaire des États-Unis. Inquiétude en Israël. L'enquête après le double accident d'avion au pic du Midi, l'installation d'un câble à l'origine du drame. Procès Papon avec le portrait croisé des deux avocats vedettes que tout oppose, deux générations, deux styles et deux jeux médiatiques. Et puis du cinéma avec Georges Clooney, le héros de la série Urgence, et Nicole Kidman, toutes deux réunies dans Le Pacificateur. Madame, Monsieur, bonsoir. Il ne laissait personne indifférent, homme de combat, homme de conviction, célèbre pour ses phrases à l'emporte-pièce et pour son aplomb. Georges Marchais, c'était le Parti communiste français. Pendant un quart de siècle, il a dominé sans relâche et sans rival la vie politique du PC. Georges Marchais est mort ce matin à l'âge de 77 ans. Portrait, réaction, nous y reviendrons tout au long de cette première partie du journal. Mais d'abord, évoquons l'homme de gauche, Georges Marchais, qui a adhéré au parti il y a 50 ans, un itinéraire contrasté. Jean-Baptiste Prédaly. C'est la dernière apparition publique de Georges Marchais. Le 3 octobre dernier, il rendait hommage à Aragon, aux côtés de Robert Hue, son successeur à la tête du Parti communiste. Georges Marchais était apparu fatigué, malade, bien loin de ce qui a fait le style Marchais pendant plus de 20 ans. Le socialisme que notre peuple bâtira. Décembre 1972, Georges Marchais devient secrétaire général du PCF, succédant à Waldeck-Rochet. L'accomplissement d'un parcours entamé en 1947 par l'adhésion au PC, l'ascension a été classique, responsable CGT de la métallurgie, premier pas ensuite dans l'ombre de Maurice Thorez, accès rapide au sommet de l'appareil. Sa réputation alors est celle d'un dur, pourfendeur des gauchistes en 68, orthodoxe, façon alignement sur l'URSS. Mais en France, l'ère Marchais commence avec l'union de la gauche et la signature d'un programme commun en juin 72. À l'époque, l'union est un combat. Elle est rompue 5 ans plus tard. Dans les urnes, le déclin du PC a commencé. En 1981, candidat à la présidentielle, Georges Marchais n'obtient que 15,5% des voix. Après la victoire de François Mitterrand, 4 ministres communistes entrent au gouvernement. Georges Marchais, lui, garde l'appareil, place du colonel Fabien. Il sera effectivement, oui, celui avec lequel nous avons préparé la victoire historique de mai 81 et celui avec lequel j'ai discuté pour la constitution du gouvernement d'union de la gauche. Au sein du PCF, la période Marchais, c'est aussi celle des frondes internes. À chaque fois, les contestataires des rénovateurs aux reconstructeurs sont écartés. En janvier 94, Georges Marchais quitte le secrétariat général du PCF, remplacé par Robert Hue. Une succession préparée de longue date, mais ce soir-là, après l'ovation et l'hommage, une page se tourne. Le 4 novembre dernier, Georges Marchais, pourtant retraité de la politique, défendait encore son bilan dans l'humanité. Né en 1920, l'année même de la création du Parti communiste français, Georges Marchais incarnait une certaine idée du PCF et une certaine pratique. Dans un instant, nous parlerons de la personnalité hors du commun de Georges Marchais, dont les réparties très médiatiques ont inspiré les humoristes. Nous évoquerons aussi le parcours controversé du secrétaire général du parti. Mais d'abord, l'émotion dès ce matin, à la fois chez lui à Champigny, à Paris, place du colonel Fabien, où les drapeaux sont en berne, et à l'hôpital Lariboisière, où il est mort. Pascal Doucet-Bon. Hôpital Lariboisière ce matin. La première à venir se recueillir devant la dépouille de Georges Marchais est Madeleine Vincent. Elle l'a côtoyé pendant plus de 20 ans. Je le connaissais très bien, je travaillais très longtemps avec lui à la direction du Parti communiste et évidemment, comme tous les communistes, je suis émue et triste. Présent également de nombreuses personnalités, dont Robert Hue, André Lajoigny ou encore Yves Mourouzi. Au même moment, non loin de la cité Jardin à Champigny, les volets du pavillon des Marchais restent fermés. La banlieue rouge aussi pleure son grand homme. Qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Beaucoup de peine. Et je suis venu mettre un petit mot.
Marchais a marqué la vie du parti, secrétaire général. Mais il a marqué la vie de tout le monde. Moi, je suis droite, je suis pas de gauche. Ouais. Rien à foutre. C'est le parti communiste, c'est l'homme que je respecte. C'est L'homme que je respecte. Cette scène-là se passait à Saint-Denis. Les militants qui distribuaient l'humanité ont appris la nouvelle dans la rue. Mais malgré la tristesse, c'est surtout de changement qu'il parlait ce matin. C'est avec Georges Marchais que nous nous sommes débarrassés, si je puis dire. C'est pas le terme qui convient, mais la dictature du prolétariat, nous l'avions mis de côté. Un peu plus tard, à Villejuif, le fief électoral de l'ancien numéro 1 du parti, les hommages se succédaient. On pouvait lire « Merci pour ce que tu as fait » ou simplement « Adieu camarade ». Et Robert Hue, secrétaire national du parti, s'est rendu à l'hôpital Lariboisière en fin de matinée. Robert Hue, bouleversé par la disparition de Georges Marchais, on l'écoute. Je sais la tristesse des communistes. Cet homme, ce dirigeant, il le respectait profondément. Il a donné tant de lui-même à son parti. Il les a représentés si longtemps dans la vie nationale et internationale. Et puis, on a été si injuste à son égard, alors même qu'il avait engagé le Parti communiste français dans la voie des changements positifs, profonds, qui font aujourd'hui sa mutation. Au siège du Parti communiste à Paris, nous rejoignons maintenant Guylaine Chenu. Le drapeau français et le drapeau rouge ont été mis en berne dès ce matin. Ambiance de recueillement pour les militants, Guylaine ? Oui, depuis 15 heures, des militants communistes viennent saluer la mémoire de Georges Marchais. Des registres ont été disposés à l'intérieur, place du colonel Fabien, pour recueillir tous ces témoignages. D'autres livres sont ouverts au siège du journal L'Humanité, ainsi que dans les sections communistes. Ici, le défilé est silencieux, chacun dessine son hommage avec ces mots, côte à côte des militants, des dirigeants et des ministres. Je considère qu'il a contribué, y compris dans des conditions souvent difficiles et délicates, et même contradictoires, mais il a fait avancer avec détermination le Parti communiste français, sans bien sûr renier à ses yeux ce que devait être le Parti communiste. Le Bureau national du Parti communiste a rendu cet après-midi un hommage officiel à son ancien secrétaire général. Demain, le corps de Georges Marchais devrait être transféré au funérarium de Brie-sur-Marne et il sera inhumé jeudi au cimetière de Champigny. Merci Guylaine Chenu. L'itinéraire politique de Georges Marchais se confond avec le parti lui-même. Georges Marchais, homme d'appareil, fut contesté à l'intérieur dès les années 75. Il n'a pas su ou voulu prendre ses distances avec le grand frère soviétique. Georges Marchais, dont le passé comporte des zones d'ombre, notamment pendant les années de l'occupation. G. Wittenberg, Jean-Yves Perrin. Au départ, il n'y avait qu'une version officielle sur le passé de Georges Marchais, envoyé en Allemagne contre son gré en 1942. Mais au début des années 70, la controverse éclate, lancée notamment par d'anciens résistants. C'est volontairement, affirme-t-il, que le futur secrétaire général serait allé travailler chez le constructeur d'avions Messerschmitt. C'est une calomnie que de dire que j'ai été volontaire en Allemagne. J'ai été, comme près d'1 million de travailleurs, je crois, victime du service du travail obligatoire. En 1980, pourtant, l'Express relance la polémique. D'autres documents, d'autres témoignages apparaîtront, jusqu'à ces dernières années, suscitant toujours la même réaction. Moi, j'ai ma conscience pour moi. En tant que dirigeant, c'est l'alignement de son parti sur les régimes soviétiques qui vaudra à Georges Marchais les critiques les plus sévères. Pour ses détracteurs, il est l'homme de Moscou, où règne alors Léonid Brejnev. Et les jugements s'en ressentent. Alors qu'en 68, le PCF avait dénoncé l'écrasement du printemps de Prague, de congrès en congrès, les propos sont tout autres lorsqu'il s'agit de tirer un bilan d'ensemble. Ces congrès ont considéré le bilan des pays socialistes comme globalement positif. Début 1980, les chars soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Georges Marchais approuve et c'est de Moscou qu'il le dit, en direct à la télé. L'interview de cette manière, je me lève et je vais me promener dans les rues de Moscou. Et ça, c'était une erreur catastrophique par rapport à la sensibilité, y compris d'une grande partie de l'électorat populaire communiste. Et ça s'est payé. Ça, et aussi le refus de soutenir les syndicalistes polonais. Avec Gorbatchev, il semblera moins à l'aise qu'avec ses prédécesseurs. Le tournant de la perestroïka puis la chute du mur de Berlin semblaient ne plus appartenir à son histoire.
Lionel Jospin, dans un long communiqué, estime que Georges Marchais restera dans l'histoire comme une figure vigoureuse du mouvement communiste au sein de la gauche. Le Premier ministre ajoute que Marchais fut l'homme des transitions du Parti communiste français, transition qu'il accompagna non sans contradiction. S'il voulut et prépara l'union de la gauche, il fut également l'un des artisans de sa rupture. S'il fut convaincu de la nécessité de faire évoluer la doctrine communiste, il ne sut pourtant pas engager ce mouvement suffisamment tôt. Fin de citation. Tout au long de la journée, les réactions politiques se sont donc multipliées. Pour Jacques Chirac, c'est une vraie figure qui s'efface, à droite comme à gauche. Chacun évoque l'action et la personnalité de Georges Marchais. Je vous propose de les écouter. On pouvait apprécier, ne pas apprécier ses convictions. En tout cas, elles étaient toujours sincères et fondées sur un engagement total. Mais aujourd'hui, je crois que beaucoup de Français ont en mémoire le Georges Marchais humain, drôle, vigoureux, plein de verve. Et c'est vrai qu'avec lui, c'est une certaine époque de la vie politique qui disparaît. Monsieur Marchais a beaucoup plus freiné le mouvement de rénovation du Parti communiste qu'il ne l'a accéléré. Et ça a été une sorte d'originalité française en Europe parce que beaucoup de partis communistes ont entrepris de se remettre en cause et de remettre en cause leurs erreurs. Et à une époque où on réclame volontiers des repentances aux uns et aux autres, s'il y en a qui devraient faire cette œuvre de repentance, ce sont bien les dirigeants communistes. Georges Marchais, grand communicateur, il sut utiliser la télévision et les médias mieux que personne. Ses coups de gueule, ses réparties, son aplomb ont même inspiré les humoristes. Caroline Landrin. Vous ne m'empêcherez pas, devant les millions de téléspectateurs. Mon objectif, il est de démontrer qui est responsable de la crise profonde que connaît notre pays. Parce que là... Vous voulez que je vous pose une question là-dessus? Non, pas du tout. Pas là-dessus? Maintenant, je veux parler. Il terrorisait les médias, lui qui aimait tellement les caméras, qui aimait tellement la presse audiovisuelle et qui avait apprivoisé les télés. Il terrorisait les médias et en même temps il est fasciné. Il est fasciné par sa capacité à occuper toute la scène publique et tout l'écran et en même temps refuser les questions. Ne croyez-vous pas que Georges Marchais soit responsable du mauvais temps qui sévit actuellement sur la plus grande partie de la France? Qu'est-ce que vous pensez de cette question? L'ère Marchais commence par la signature du programme commun. Pierre Douglas en était friand, et c'est même à force de l'imiter qu'il est passé de journaliste politique à chansonnier. Le personnage l'inspirait par son accent, ses mimiques, mais au-delà du tribun, il admirait les talents du comédien. Quand j'imitais Marchais, j'imaginais que je le voyais à la télévision en train de dire ce que je disais. Si vous voulez. Donc ça fait que quand il lui disait on ne peut pas prendre des initiatives de cette nature, j'imaginais que je le voyais en train de dire ça à la télé et je me prenais pour lui. Le Leroux lui aussi se régalait de tous ses discours politiques. Georges Marchais, évidemment, faisait partie de ses victimes. Non, Tchernienko, je le connais pas bien, je l'ai rencontré dans un couloir du Kremlin, il se rendait au mausolée de Lénine pour voir s'il n'y était pas. Ouais. Il m'a vu, il m'a dit bonjour Duclos, il m'a demandé des nouvelles de Jean Jaurès, alors j'ai pas voulu le détromper, et puis... Quelle image de Marchais allons-nous conserver? Celle de l'homme politique ou bien celle de ses imitateurs? En fait, peut-être un peu des deux. On est là pour ça, allez-y. Alors, quelle est la question que nous... Vous ne m'empêcherez pas, moi, de... Vous m'aurez pas, vous savez, sur ce terrain. Vous voulez pas de questions économiques sur vous? Si. Ah bah alors... Alors avec nous sur ce plateau, Alain Duhamel, bonsoir. Lors de différentes émissions et notamment en Carte sur table avec Jean-Pierre Elkabbach, vous avez accompagné la quasi-totalité de la carrière de Georges Marchais. On vient de voir ensemble quelques extraits. Est-ce que le personnage était aussi abrupt, aussi imprévisible en direct qu'il y paraît? Ah oui, ça, imprévisible, incontestablement. Bon, il adorait la télévision. Il l'aimait tellement qu'un jour ou après une émission extrêmement tumultueuse, je lui avais dit en sortant un petit peu pour apaiser le climat, mais si vous n'avez pas fait de la politique et été communiste, qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Il avait eu un cri du cœur et il m'avait répondu présentateur du 20h à la télévision et on sentait que c'était le fond de ce qu'il croyait. Il était très doué comme comédien, il était expressif, il était assez rapide intellectuellement. En même temps, il avait, tout le monde le sait très bien, des scories formidables dans le langage qui faisaient rire. Alors, tout ça, le dédoublé parce que, en même temps,
il impressionnait par sa présence physique qui était grande, par son talent d'expression qui était pittoresque, et puis on l'écoutait aussi un petit peu comme une attraction, voire quelquefois comme quelque chose de comique, ce qui était en l'occurrence inefficace. Puis je dirais qu'il a fait autre chose en dehors de ses dons. C'est qu'au fond, il a compris que la lutte des classes passait par les studios. Et que son travail à lui, c'était d'abord d'incarner la lutte des classes dans les studios. Alors Alain Duhamel, quel bilan du communiste Georges Marchais? La chute du mur, l'éclatement de l'Empire soviétique l'ont laissé un peu sans repère. On a l'impression qu'il n'a pas été visionnaire. Disons qu'il a été certainement plus efficace et plus marquant à la télévision que sur le plan idéologique ou électoral. Ce serait faux de dire qu'il n'a jamais évolué. Bien sûr qu'il a évolué. Il a évolué dans des contradictions terribles, il a évolué dans des conditions difficiles, mais quand il a pris la tête du Parti communiste, le Parti communiste avait plus de 20% d'électeurs, 23,5%. Quand il l'a quitté, il avait moins de 10%. Premier échec. Deuxième échec, c'est un des derniers représentants de ce prototype du communisme d'origine prolétaire et intégré dans un appareil international auquel il croyait tout à fait. Or, le monde communiste, le monde soviétique s'est écroulé, effondré sous ses yeux. Et puis je dirais que sur le plan de la tactique politique, il n'a pas toujours atteint ses résultats. Et je dirais même, ce qui est peut-être pire, que quand il les atteignait, quelquefois c'était à son détriment. Juste un mot, sa plus grande erreur à votre avis? Sa plus grande réussite, ça a été la signature de l'Union de la gauche. Sa plus grande erreur, ça a été aussi la signature de l'Union de la gauche, parce qu'il s'est aperçu que le Parti communiste isolé se neutralisait, mais que le Parti communiste uni, en réalité, était le dupe de l'histoire. Merci Alain Duhamel. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la disparition de Georges Marchais, qui sera, je vous le rappelle, enterré jeudi prochain chez lui à Champigny. Venons-en à l'étranger avec la crise irakienne. La Maison-Blanche demande à la Russie et à la France de faire pression. Moscou aurait accepté. Jacques Chirac se dit solidaire. Le point de la situation, Philippe Rochaud. Le porte-avions George Washington a franchi le canal de Suez avec 6000 hommes d'équipage et 77 appareils de combat. Dans 48 heures, il sera dans le Golfe. Au total, une vingtaine de navires de guerre arriveront dans la région en début de semaine. Ça n'est pas la guerre du Golfe, a dit Clinton, mais les préparatifs lui ressemblent. Madeleine Albright, le secrétaire d'État américain, en visite dans les pays du Golfe, a salué les inspecteurs de l'ONU expulsés par Bagdad. Le refus de l'Irak de coopérer avec les experts en désarmement fait courir un risque inacceptable à la région, a-t-elle dit, car l'Irak peut produire des armes de destruction massive. Mais à la différence de 91, tous les pays du Golfe, comme l'Arabie, le Koweït ou les Émirats, freinent les États-Unis dans leurs projets militaires contre l'Irak. La France, de son côté, a durci sa position vis-à-vis de Bagdad. L'attitude actuelle des dirigeants irakiens est inacceptable. Inacceptable. Et par conséquent, je la condamne. L'Irak n'a pas d'autre solution que de coopérer avec la communauté internationale. Je m'en suis entretenu longuement ce matin avec le président Bill Clinton. Je lui ai dit que la France était solidaire de l'ONU et des États-Unis dans cette crise. Ce matin, l'avion espion U-2 a pu effectuer sa mission au-dessus du territoire irakien sans être inquiété, alors que Saddam Hussein avait promis de l'abattre. C'était un test, les vols reprendront demain. En attendant, les Irakiens continuent d'occuper dans la joie apparente les sites stratégiques susceptibles d'être bombardés par les Américains, comme ici les usines textiles de la banlieue de Bagdad. La politique du bouclier humain se perfectionne et suffit à elle seule à désorienter la puissance militaire américaine. En Chine, après la visite officielle du numéro 1 Jiang Zemin aux États-Unis il y a 15 jours, libération aujourd'hui du plus ancien prisonnier politique chinois, en tout 18 ans de réclusion qui suivent l'histoire politique du pays. Richard Binet. La signature de la liberté, celle de Wei Yingsheng, le plus ancien prisonnier politique de Chine, 47 ans, dont 18 passés en prison. En 1979, Wei a 27 ans. Mao Tse-tung est décédé depuis 3 ans, l'heure est à l'ouverture et la contestation envahit les rues de Pékin. Mais le jeune Wei va trop loin. Il réclame une démocratie à l'occidentale et en République populaire, cela se paye cher. 15 ans de prison pour activité contre-révolutionnaire. 1989, le printemps de Pékin. Place Tiananmen, Wei Yingsheng est devenu une figure emblématique de la contestation estudiantine. 2 mois plus tard, la répression consacrera un nouveau durcissement du régime.
Septembre 93, opération Charme. La Chine souhaite accueillir les Jeux Olympiques de l'an 2000, Vaille est libéré. Mais l'homme est têtu, il fustige à nouveau le régime de Pékin, verdict, 14 nouvelles années de prison. Novembre 1997, rencontre entre Jiang Zemin, le nouveau numéro 1 chinois, et le président Bill Clinton. Le réalisme économique vaut bien la libération d'un dissident. Vaille s'est envolé ce matin pour Détroit, aux États-Unis. Le 7e sommet de la francophonie s'est achevé ce matin. Comme prévu, c'est Boutros Boutros-Ghali, l'ancien numéro 1 de l'ONU, qui devient secrétaire général de la francophonie pour les 4 ans à venir. Coup de théâtre quelques heures auparavant, avec la décision pour l'ex-Zaïre de quitter la francophonie. Le président Kabila expliquant que son pays ne veut plus être dans la sphère de l'influence française. En France, à la Seine-sur-Mer, après 2 nuits de violence, le calme semble revenu. Hier soir, de nouveaux échauffourées entre des jeunes et des forces de police. Une explosion de violence après la mort d'un adolescent mardi soir dans un accident de moto. Agnès Varamian et Vincent Nguyen. Ils étaient une centaine de jeunes et plus du double de CRS, face à face. En 2 nuits, une dizaine de voitures ont brûlé et plusieurs commerces de la cité n'ont pas échappé aux jets de pierre. Les incidents se sont déroulés sous les yeux des habitants. Ils sont 15 000 ici, dont 40% touchent le RMI. C'est la mort accidentelle d'un jeune garçon de 18 ans qui a tout déclenché. Mardi soir, l'adolescent a été renversé par un policier municipal qui n'était pas en service. Depuis, les jeunes de la cité ont le sentiment que la justice leur cache la vérité. Une loi, c'est pour tout le monde. On dit il y a la loi de la jungle et là il y a la loi de la cité. Allez savoir ce qui va se passer. On ne nous emmerde pas, on n'emmerde personne. Mais voilà, quand on nous emmerde, c'est ça. Voilà, la vérité de cet accident. Selon l'enquête, l'automobiliste n'est pas en cause dans la mort du garçon qui roulait sans casque et sans permis. Mais pour les animateurs du quartier, le malaise des jeunes n'est pas entendu. Le maire de la Seine-sur-Mer a par exemple refusé ce week-end de les recevoir. Une enquête est ouverte après le double accident d'avion qui s'est produit hier au pic du Midi, faisant 6 victimes. En cause, un câble situé à une 50aine de mètres de hauteur, partant du col de Sancourt en direction du pic du Midi. Reportage Muriel Lassaga et Olivier Combe. Enquêteurs et gendarmes ont travaillé toute la journée sur les lieux de l'accident. 3 enquêtes judiciaires, administratives et civiles sont menées conjointement. Le plus urgent, la récupération de toutes les pièces techniques susceptibles de fournir des indices sur les paramètres du vol. Une tâche difficile car il n'existe pas de boîte noire pour l'avion de tourisme. En outre, des milliers de débris se sont répandus sur le versant sud du pic du Midi. On voit mal les raisons pour lesquelles il a pu venir percuter la montagne à cet endroit-là. Cela dit, il y a tout un nombre de raisons qui restent à définir. L'avion était un DR400 Régent, nouvelle génération, qui était un avion qui était révisé à neuf, moteur, cellules, donc plein potentiel et qui sortait de révision. Si les causes de l'accident d'avion restent encore inconnues, les enquêteurs, en revanche, sont persuadés que l'hélicoptère a bel et bien heurté ce câble. Un câble de chantier installé il y a 3 mois pour l'aménagement du pic du Midi. Pour les hélicos, c'est vrai que c'est un handicap majeur et un problème de sécurité permanent, même en les connaissant bien. Dans cette enquête, les conditions exceptionnelles d'ensoleillement sont également prises en compte. Le pilote de l'hélicoptère, notamment, a pu être aussi victime d'un éblouissement. Ce week-end à Toulon, 2 fêtes du livre concurrentes, l'une organisée par la mairie Front National et l'autre sous la houlette du Conseil général du Var. Cette deuxième manifestation s'est créée, on s'en souvient, après le refus l'an passé de Jean-Marie Le Chevalier de rendre hommage à Marek Alter. Visite guidée dans les travées de ces 2 salons, Vincent Nguyen et Jean-François Giorgetti. À ma droite, la fête départementale du livre. À ma droite aussi, mais un peu plus, la fête municipale du livre de Toulon. 2 salons de styles différents à quelques centaines de mètres l'un de l'autre. À la fête de la mairie Front National, la plupart des exposants ne cachent pas leur sympathie politique. Il y a suffisamment d'amitié au sein du mouvement national pour me sentir tout à fait chez moi. Je pense qu'il est bon aujourd'hui que dans un salon, le Front National puisse exprimer ses idées. C'est ça aussi la démocratie. Les livres politiques, comme les autres ouvrages, ont attiré les curieux et contenté les sympathisants.
Je suis au Front National depuis quelques années et puis c'est une initiative sympathique. Je suis surtout satisfaite du choix de livres religieux et de spiritualité que j'ai du mal à trouver. Le maire de Toulon se réjouit mais ne mâche pas ses mots contre l'initiative concurrente du Conseil général du Var. C'est la fête de la sottise et du gaspillage des fonds publics parce que financer à hauteur de 4,5 millions une deuxième fête à Toulon, c'est parfaitement imbécile. Mais cette deuxième fête est un succès. Près de 50 000 personnes s'y sont pressées ce week-end. Il n'y a personne là-bas, alors je pense que tout se passe ici, donc je viens là. C'est une façon aussi de dire quelque chose contre un mouvement politique qui se passe. Voilà. Il faut dire que la majorité des grandes maisons d'édition ont choisi cette fête, tout comme les signatures les plus prestigieuses. Il y a une foire, une vraie foire aux livres, il y a une foire de gens qui descendent, de gens qui brûlent les livres. Moi, j'aime pas qu'on brûle les livres. Les staliniens et les fascistes n'aiment pas les livres et donc je suis dans ce salon-là parce qu'ici c'est le salon de la liberté. Qu'à cela ne tienne, la fête du livre de la mairie Front National avait aussi son invité de marque, Maïté, star culinaire, venue évoquer la bonne cuisine française. À Bordeaux, le procès Papon devrait reprendre demain malgré l'état de santé fragile de l'accusé. Après 6 semaines d'audience, nous vous proposons ce portrait croisé des avocats vedettes, 2 générations, 2 styles, avec un point commun, le jeu médiatique. Dominique Verdaillan et Dominique Merlin. Fait rarissime dans un procès criminel, 2 hauts magistrats siègent continuellement à l'audience pour l'accusation. Ils incarnent la rigueur et la sérénité. Fréquemment, il jette un œil amusé vers l'imprévisible Arnaud Klarsfeld, l'un des 30 avocats des parties civiles, qui arrive tous les jours au palais en roller. Je ne sais pas si vous voulez me poser une question, posez-moi une question. Allure décontractée, chérie par les médias, mais à l'audience, maître Klarsfeld contrecarre fréquemment l'accusé. Dans son sac, il y a le dossier Papon, il y a la mémoire de 1600 juifs bordelais. Bousquet, Touvier, Papon forment sa trilogie judiciaire et la défense de Maurice Papon depuis 6 semaines ne le surprend pas. Moi, c'est une défense qui est quasi générale chez tous les criminels contre l'humanité, c'est-à-dire toujours minimiser leur rôle. Je n'étais qu'un roi, je n'étais qu'un porte-plume, je n'étais qu'un fonctionnaire subalterne, quelle qu'ait été leur responsabilité, ils ont toujours cette défense. Et puis l'autre, de dire j'ai sauvé des juifs. Ce qui, dans le cas de Maurice Papon, est faux. Il n'était ni un fonctionnaire subalterne, et les juifs qu'il a sauvés, il l'a fait ou sur intervention, ou alors il a simplement radié des gens qui n'étaient pas juifs du fichier des juifs. Maurice Papon remis en liberté, Arnaud Klarsfeld avait quitté violemment le procès l'espace d'un week-end. 23 audiences plus tard, le plus important lui semble être le changement à vue de l'ancien fonctionnaire du maréchal Pétain. Il y a 5 semaines, Maurice Papon sortait libre de ce palais de justice. Il sortait libre et arrogant. Il est toujours libre aujourd'hui, mais il est moins arrogant. Il est moins arrogant parce qu'on rentre dans l'étude des faits. Il est moins arrogant parce qu'il est confronté à ses responsabilités. Il deviendra de moins en moins arrogant au fil des audiences. Autre style, autre stratégie. Maître Jean-Marc Varro. Comme Maurice Papon, son avocat est sous haute protection constante, même durant les interviews. Il refuse l'idée que depuis plusieurs jours l'accusé soit en difficulté. La défense, dit-il, a incontestablement marqué des points. Après la liberté, maître Jean-Marc Varro attend l'acquittement. 6 semaines, le procès a changé d'âme, il a changé d'aspect, et ce qui était impossible est arrivé, sa liberté. On avait fait un mannequin, on l'avait appelé Maurice Papon. Grâce aux témoins entendus, c'est un homme tout différent qui est apparu. Grâce à ces témoins et grâce aux historiens, désormais, on ne peut plus dire, comme l'avait dit absurdement la chambre d'accusation, qu'il connaissait la solution finale. Accusé, Maurice Papon est escorté, protégé, nettement plus que lorsqu'il fut ministre. Demain, il sera confronté à Christiane Hippolyte, ancienne employée à la préfecture de la Gironde, entre 42 et 44. Ils seront séparés par la vitre du box et par 55 ans d'histoire. En France, la mort est un sujet tabou, reste qu'aux yeux des professionnels, elle est aussi un commerce. La preuve en est, ce week-end, un salon du funéraire a ouvert ses portes avec les dernières nouveautés que nous présente Claude Crespo, Jean-Louis Boussert. Hommage au mélomane que devait être le locataire de ce tombeau. Celui-là a sans doute été un marin, c'est ce que veut souligner cette lampe alimentée par panneaux solaires. Durée de vie limitée, elle. La personnalisation, c'est l'idée forte de ce salon. Même à l'intérieur de la tombe, avec ses cercueils décorés de bas-reliefs, au choix 16 thèmes d'illustration.
La pêche, la chasse, la nature, le métier du bâtiment, l'automobile, le sport, la montagne. Et il y en a encore toute une gamme à l'étude. Avec même, s'il vous plaît, des capitons coordonnés. Ou alors on peut opter, tendance hippie, pour la toile de jean. Pour les amateurs de crémation, de plus en plus nombreux en France, 13%, le cercueil en carton, 1000 francs environ. Plus chic, en vannerie, pour adultes et même pour enfants. Si le défunt a exprimé le désir de voir ses cendres enfouies dans l'océan, l'urne qui s'autodissout en 1 heure pour éviter d'être prise dans les filets des pêcheurs. Ces bijoux aussi sont des urnes pour garder sur soi un souvenir de l'être disparu. 220 exposants et côté français, un marché qui représente 15 milliards de chiffre d'affaires. L'année 98 marque une étape importante avec le décès du monopole communal. Ça va vouloir dire plus de concurrence, donc qui veut dire plus de concurrence, plus d'entreprises au service de ce métier-là. Donc ça veut dire plus de professionnalisme puisque la différence ça va être les meilleurs. Ça veut dire plus d'innovation, bien sûr. Et pourtant, pour cette galerie d'art funéraire, il n'y en a pas encore assez. On le sait peu, mais légalement en France, il n'y a aucun interdit en matière de sépulture. Je pense que c'est rendre un très bel hommage à un être cher disparu que d'être capable de lui créer un monument et de savoir ce qui lui aurait fait plaisir. Et en même temps, n'oublions pas que le monument a une destinée, c'est de parler aux vivants plus qu'aux morts. Et si ces morts désirent emporter outre-tombe leurs bijoux, c'est prévu. Sport en tennis, Pete Sampras n'a laissé aucune chance aujourd'hui au Russe Kafelnikov en finale des Masters à Hanovre. Un score implacable, 6-3, 6-2, 6-2. Pete Sampras, numéro 1 mondial, vient d'être élu aujourd'hui meilleur joueur de tennis de ces 25 dernières années par un jury de spécialistes. L'Italie s'est qualifiée hier soir pour la Coupe du monde de football. Nous vous avions montré dès hier l'attente des supporters italiens à Paris. Christelle Bertrand et Emmanuel Beck ont suivi le match en leur compagnie. Cette soirée de qualification était décisive pour les Italiens, mais aussi pour d'autres pays. Quand le plat unique est un match de qualification pour le mondial, on préfère dévorer l'écran des yeux et laisser la pizza refroidir. Hier soir, les Italiens de Paris n'ont eu que des émotions fortes. Quand la balle frôle le but russe, quand la défense italienne a des défaillances, toute la première mi-temps, on s'inquiète, on se ronge les sangs. Il n'y a qu'une chose qu'on attend. Le voilà, c'est Casiraghi. Il inscrit le but libérateur, celui qui mène l'Italie à jouer sa 10e Coupe du Monde d'affilée. Alors forcément, ça fait des supporters heureux. Après un suspense pareil, le but, c'est de bien digérer les pâtes. L'Italia qualificata. Ça y est, c'est tout ce que je sais. Vous êtes soulagé quand même? Ah oui, surtout que j'avais mangé, il était là, il était resté là. Pour les Belges, le match face à l'Irlande est bien passé aussi. Sous la pluie, les Diables Rouges ont marqué les premiers. Les Irlandais ont tout de suite riposté et égalisé. Un but partout. Mais pour les Belges, le principal, c'est de marquer en dernier. La Belgique s'impose 2-1 et gagne sa qualification pour la Coupe du Monde. Avec l'Italie et la Belgique, la Yougoslavie et la Croatie sont venus s'ajouter à la liste des qualifiés. Tout comme le Japon, qui participera en juin prochain à la première Coupe du Monde de son histoire. Et l'Olympique de Marseille, en battant Auxerre hier soir 4-0 au Stade Vélodrome, prend la tête du championnat de France. Cela faisait 4 ans que le club phocéen attendait ce retour. L'Olympique de Marseille compte 2 points d'avance sur le PSG et Metz, est invincible depuis 7 rencontres. Cinéma, sorti mercredi du Pacificateur avec Nicole Kidman et George Clooney, rendu célèbre grâce à la série Urgence, une sorte de James Bond pour un thriller dont le scénario pourrait se résumer ainsi: course-poursuite contre un terroriste porteur de la bombe atomique. Nicole Cornu-Langlois. Prenez une star internationale irrésistible.
Ajoutez-y une bonne dose de charme et de muscle avec une autre star infaillible. Complétez avec l'efficacité de la réalisatrice qui l'a rendue célèbre dans la série Urgence. Faites exploser le tout dans un affrontement nucléaire en Europe de l'Est. La nouvelle compagnie DreamWorks a joué la sécurité pour sa première production. Les premières projections indiquent que les retombées nucléaires affecteront toutes. Ce n'était pas un accident, monsieur. C'est un acte terroriste. Il me faut un officier de liaison venant des services secrets avec des contacts chez les Russes. Et assurez-vous qu'il accepte les ordres d'une femme. Lieutenant-colonel Tom Deveau, au rapport. Selon vos ordres, mademoiselle. C'est, vous savez, une femme dans son travail au service du gouvernement. Elle lui dit, écoute, il faut respecter les règles, c'est comme ça, et pas question de transgresser la loi. Pour moi, c'est elle qui parle le langage de la raison, c'est-à-dire, n'utilisez pas la violence a priori, réfléchissez avant. Il fait son boulot et j'aime les types comme ça. Il ne respecte pas les règles du jeu, mais je crois que la plupart des gens qui réussissent agissent de cette façon, que ce soit dans les affaires ou ailleurs. D'ailleurs, ça me plaît. J'aime aussi le fait qu'il soit fidèle à ses amis, pour moi c'est important. Ces rapports humains sont le vrai pivot de ce suspense planétaire, plus que la banale menace nucléaire. Vous croyez qu'il nous a piégés? Qui? Votre ami. Non. Pourquoi en êtes-vous si sûr? Parce que c'est mon ami. Il lui faut plus de fric, donnez. Ce nouveau duo, sauveur de l'humanité, fonctionne admirablement, avec en prime un humour plus explosif que cette classique course contre la montre. Avant de refermer ce journal, hommage au comédien Jean-Marie Prollier qui est décédé hier à l'hôpital d'Évreux à la suite d'un malaise cardiaque. Chansonnier, artiste, souvent comique, sur scène et à la télévision, Jean-Marie Prollier était également écrivain. Il avait obtenu le prix Alphonse Allais en 1985. La malheureuse Julietta est soupçonnée par sa patronne d'être une voleuse. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le décès de Georges Marchais, l'une des figures de la politique française. Portrait de l'ancien leader du Parti communiste. Les drapeaux sont en berne au siège du parti. La crise irakienne, la Maison-Blanche joue la carte de la fermeté et de la diplomatie. Jacques Chirac se dit solidaire des États-Unis. Inquiétude en Israël. L'enquête après le double accident d'avion au pic du Midi, l'installation d'un câble à l'origine du drame. La météo dans quelques instants, Laurent Romeshko, du soleil pour demain, dernière édition 0h20, Bruno Roger-Petit, demain à 7h dans les 4 vérités, Françoise Laborde reçoit Martine Bouillon, un magistrat qui défend la cause des enfants. 13h, Patrick Chêne, Antoine Cormery, demain soir vous retrouverez Daniel Bilalian, je vous remercie de votre attention, excellente fin de soirée sur France 2.